Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai le goût de m'entretenir avec vous à propos d'une équipe quand même qui a eu des années spectaculaires. Une équipe des six originales. Une équipe vraiment qui porte un très beau chandail. Ils travaillent dans une ville qui appartient à une ville, c'est-à-dire où les gens sont des travailleurs. Une ville qui en a arraché pendant un petit bout de temps, début des années 2000, il y a un peu plus, puis maintenant qui essaie de reprendre du poil de la bête, comme on peut dire. Je vais vous parler des Red Wings de Détroit, une équipe qui, personnellement, m'allume. C'est pas nécessairement l'équipe présentement qui a le, le plus grand nombre de grands joueurs et puis qui a le plus de succès en ce moment. Mais c'est une équipe qui en a eu beaucoup de succès dans son histoire. Quand même gagné 11 Coupes Stanley. Comme je disais tantôt, ça fait partie des 6 équipes originales. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie d'en jaser ce soir et de parler un peu de la saison qu'ils ont eue l'année passée. Les attentes un peu de cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement durant l'année, durant l'été et un peu en fin de saison l'année passée. Fait que tout d'abord, avant tout, les Red Wings de Détroit, c'est quand même une équipe là qui est basée sur l'offensive pour le moment. On travaille à construire cette défensive-là aussi, mais c'est une équipe qui s'inspire offensivement, peut-être du temps où ils avaient des bonnes équipes là, puissantes, là, comme avec dans le temps des Fedorov, par exemple, et Yzerman, puis avec Lindstrom en défense, ou du plus vieux temps avec Gordie Howe, et puis Delvecchio, puis Kelly, puis c'est Terry Sarchuk dans les buts. Tu sais, je pense que c'est le but, c'est de revenir à une équipe championne. Ils ont eu des longs stretches, surtout un très long stretch où ils ont fait partie des séries. On va en parler un peu aussi tantôt. Mais tout d'abord, parlons directement de l'équipe plus au présent, c'est-à-dire il est passé quand même assez près. L'année passée, c'est-à-dire les Red Wings, qu'est-ce qu'ils ont eu comme saison? Ben, premièrement, on peut dire là qu'ils ont eu une saison dépendamment où ce qu'on se place, qu'on pourrait dire en deçà des attentes. C'est une équipe qui a pas fait les séries. C'est une équipe qui s'est battue, comme à plusieurs saisons dernièrement, à essayer de se faire une place. Si on regarde ça, un portrait un petit peu plus loin, là, tu sais, Steve Yzerman, c'est un bon GM. Il l'a prouvé avec le Lightning. Il a quand même fait construire le Lightning de Tampa Bay là, suite à sa carrière de hockeyeur. Comme gérant avec le Lightning, il a construit cette équipe-là. Même Julien Brisebois est venu le rejoindre à un certain moment. Puis il a légué tout simplement l'équipe à Brisebois qui a continué un peu dans la même veine avec les actifs qu'ils avaient et les acquis. Alors, ça lui a permis de poursuivre avec une bonne équipe. Moi, je pense que le Lightning, justement, a ressemblé un petit peu au Red Wing à un certain moment aussi, avec un empreinte à la Steve Yzerman, bien sûr, qui était apparente. Depuis qu'il est rendu avec les Red Wings, qui est revenu à la maison, comme on peut dire, disons que les Red Wings, ça n'a pas été parfait, loin de là, mais il est arrivé avec une équipe qui était due pour une bonne reconstruction. Puis c'est ce qui s'est affairé à faire. On se demande à quelque part s'il s'est pas un petit peu égaré à un moment donné, il a pas changé son plan. Il est allé un petit peu piger avec les joueurs autonomes, essayer d'amener, il a laissé faire un petit peu peut-être la jeunesse pour aller plus vers en se donnant une chance pour les séries éliminatoires. Je pense que c'est ce qu'il y avait comme but. Mais au fin du compte, ben ça fait que peut-être ça ralentit un petit peu son processus de reconstruction. Mais cette équipe-là a quand même 11 millions sur le cap en ce moment, tout près de 12. Avec ce 11 millions-là, peut-être qu'il y avait des plans aussi qui étaient prévus au début de l'été, ou à l'entre-saison, ou peut-être au repêchage. Ça n'a peut-être pas viré comme les Red Wings l'auraient souhaité. Il y a quand même eu un Nick Ehlers qui a été libre à un certain moment, qui a signé ailleurs, mais peut-être que les Red Wings étaient parmi les équipes intéressées, qui sait. Il y a eu d'autres transactions qui se sont faites aussi. Il y a on peut penser notamment à Mitch Marner. Il y a peut-être aussi certains jeunes agents libres avec restriction qui auraient peut-être été tentants, mais le marché actuel a tellement fait que présentement,
toutes les équipes ont eu une marge de manœuvre cet été qu'ils n'avaient peut-être pas l'année passée à cause du cap salarial qui a monté de plusieurs millions. Fait que ça donne une chance à tout le monde de signer le joueur. Ça fait que les équipes étaient moins à côté au plafond et puis ont pu c'était pas nécessairement en place pour les offres comment on appelle les en tout cas, les offres hostiles, c'est ça que je cherchais. Alors, présentement, peut-être ça a fait que le plan des Red Wings a souffert un petit peu. On sait qu'à la fin de la saison, il y a eu une déclaration de Larkin, le capitaine, Dylan Larkin, il est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on peut dire. Là, il a vraiment il a passé le message qu'il a senti que l'équipe a manqué de jeu en fin de saison, un petit peu avec une déception de peut-être pas avoir eu de joueurs qui se seraient ajoutés à cette équipe-là en fin de saison, à la date limite des transactions, et en disant que les gars auraient aimé ça avoir de l'aide extérieure, avoir une ou deux ressources qui arrivent dans l'équipe pour le dernier stretch. Puis ça n'a pas été fait, puis je pense que ça, c'est en disant que ça a été décevant. Sûrement qu'il s'attendait aussi, Larkin, que durant cet été, il se passerait quelque chose, mais il va peut-être être déçu en arrivant au camp, je sais pas. Je sais pas quel genre de tension il y aura ou il y aura pas, mais entre lui et Yzerman, entre lui et dans le fond, le staff, la gestion de l'équipe, mais euh, je sais pas s'il peut se tramer d'autres choses. Est-ce que ça peut faire qu'il va rester des répercussions de cette déclaration-là et de la réponse de Yzerman? Je sais pas. Mais pour le moment, Eisenman a quand même un plan, j'imagine, et puis de ce plan-là, ce que ça semble être, c'est qu'on a décidé que peut-être on allait être patient avec les jeunes, ce que les Red Wings ont tout le temps été dans le passé, soit dit en passant. Les Red Wings ils ont tout le temps été du genre à laisser des jeunes plus longtemps dans la Ligue américaine au lieu de les monter. Puis ça, c'était dans le temps que les jeunes, ils montaient pas nécessairement à 18 ans dans la Ligue nationale, déjà à 18, 19, 20 ans. C'est plus des gars qui montaient plus à 21, 22. Puis les Red Wings, on avait tendance à laisser aller dans la Ligue américaine souvent à 23, 24 ans, puis on les montait en haut après. Maintenant que la Ligue nationale a s'est rajeunie, que les espoirs arrivent plus vite, oui, il y a des joueurs qui arrivent quand même plus vite chez Red Wings, mais je veux dire, comparé avec le reste de la Ligue, je pense qu'on est, on est quand même, on prend notre temps. Puis je pense que c'est une approche qui se vaut aussi. Il y a des joueurs on a pris moins le temps. Je pense qu'un Moritz Seider, un Lucas Raymond, par exemple, on n'a pas pris nécessairement notre temps. On les a pas laissés dans la Ligue américaine trop longtemps et c'est ça, mais c'est des joueurs quand même à haut talent qui, eux autres, peuvent tout de suite se démarquer dans la Ligue nationale. Mais on est patient avec d'autres, puis ça va sûrement être payant. Alors, ils ont quelques bons jeunes qui sont en attente, qui sont en train de progresser, qui vont s'en venir. Ils ont repêché quand même de bons joueurs aussi dernièrement, dont Carter Bear cet été. Je pense que c'est une équipe qui a besoin peut-être d'un petit peu plus de grit. Moi, c'est comme ça que je le verrais. C'est une équipe qui a quand même de très bons attaquants. Je dirais pas qu'ils sont super balancés sur les quatre lignes, là. J'aime beaucoup les deux premières lignes. Les lignes après, ça laisse un peu plus à désirer, mais ils ont quand même des bons joueurs ici et là, saupoudrés dans l'alignement. Ils ont été chercher des joueurs aussi durant l'été, des UFA, que je vais nommer bientôt sur la liste. Je vais faire la liste, le portrait plus global, mais on parle d'un James Van Riemsdyk, on parle aussi, mettons, de Mason Appleton. C'est quand même deux gars qui ont un peu de size, qui aiment jouer, ils sont vers à jouer défensif, mais deux gars capables de brasser un peu avec les épaules. Je pense que surtout Van Riemsdyk, c'est une peste un peu à la PAC. Quoi qu'il ralentit un peu, c'est quand même un gros bonhomme qui aime ça devant le but. Mason Appleton, ben, c'est plus un gars qui va jouer sur le troisième trio, exemple, peut-être sur le quatrième aussi. Un gars qui a un physique quand même, qui s'en sert un peu, mais surtout un gars capable de gagner une mise en jeu puis bien jouer défensivement. Alors, c'est ça, ça va être intéressant de voir comment ça va s'enligner au camp qui s'en vient. On est aujourd'hui le 31 août. Et puis, les camps vont des recrues puis tout, ça va commencer dans à peu près 10-12 jours. Et ensuite de ça, les vétérans vont arriver. Puis, tout ça va se mettre en tremble. Alors, on va voir aussi s'il va y avoir d'autres transactions d'ici la fin, d'ici le début de la saison. Les équipes vont avoir probablement encore des mouvements. On entendait à gauche et à droite qu'il allait avoir beaucoup de mouvements durant le mois d'août. Finalement, il s'est rien passé.
Mais faut croire que ça va, si c'est comme on a entendu, ben ça va juste peut-être se pousser au mois de septembre. Puis ça va faire que, parce que veut pas, il y a encore des équipes qui sont au-dessus du cap. Le Canadien en fait partie. Il y a des mouvements à faire. On parle présentement de Carey Price du côté du Canadien qui pourrait partir, son contrat, c'est-à-dire ça pour libérer de la masse et puis arriver en dessous du cap. Mais il va y avoir d'autres équipes aussi qui ont des moves à faire. Puis ils n'ont pas tout nécessairement un joueur de 10 millions qui attend là, sur le IR prêt à être déplacé. Alors, tout en partant, je l'ai dit, 11 millions à peu près en masse salariale qui reste encore à aller chercher chez Red Wings. On a fait des changements. Si on monte quand je dis que Eisenman a été très tranquille, c'est vrai, il a été tranquille, vraiment. Écoute, son équipe était quand même bien placée à un certain moment pour faire les séries. Il avait fait un changement d'entraîneur qui s'est fait au mois de décembre, tard au mois de décembre. Le premier match là, du nouvel entraîneur s'est fait le 20 à McLellan était le 26 décembre. Alors, ça fait en sorte que, tu sais, après ça, l'équipe a eu un bon stretch en suivant l'annonce du nouveau coach. Ils ont eu des blessés, des gardiens qui ont passé 5 goalers durant la saison. Et puis, écoute, ça a fait qu'ils ont eu des difficultés à un certain moment donné. Ils ont gagné moins de victoires, ont eu des séries de défaites entremêlées de ces séries de victoires qui étaient plus courtes. Et puis, ben, ils ont manqué un petit peu avant la fin des séries. C'est pour ça que peut-être aussi à date limite qu'un Larkin aurait aimé ça voir quelqu'un arriver. Mais comme Eisenman, tu sais, avait vu peut-être depuis que l'arrivée du nouveau coach, que l'équipe s'en allait un petit peu à la hausse, que tout semblait se passer. Il a peut-être préféré justement attendre et tout coûtait peut-être trop cher. Et puis les joueurs qui voulaient étaient pas disponibles. Puis il a tout simplement décidé de continuer avec son plan. Et puis finalement, ben c'est ça. Ils ont été short de pas très gros. Ils ont fini avec 86 points. Si on parle du Canadien, je pense que c'est 91 points de mémoire. Alors, il y a quand même pas une grosse marge, mais tu sais, 5 points dans la Ligue nationale, ça paraît quand même pas mal. Fait que la transaction qui a été notable, disons, elle a été faite à peu près dans le temps à la date limite des transactions. Là. Euh, Merazek avait été acquis le 7 mars avec Craig Smith pour Joe Veleno. Fait que ça avait été une transaction qui avait amené Merazek à Détroit. Fait que ça a permis de finir la saison avec un gardien en santé un peu qui a pu jouer quelques matchs avec les Red Wings. Puis on sait tout, Joe Veleno, ben lui à Chicago, finalement, il a fini la saison là-bas, puis s'est ramassé joueur autonome, le Canadien l'a signé. Point de vue de Merazek, ben c'est ça, il est resté, il a fini la saison là, puis il a été échangé cet été. Fait que Merazek est parti finalement, fait partie de la liste des joueurs qui sont partis depuis la fin de la saison. On parle aussi de Vladimir Tarasenko. Tarasenko, excellent joueur quand il était à Saint-Louis. C'est un gars qui est arrivé, il avait été flamboyant dans un championnat mondial junior, je me rappelle encore de ça, de ces matchs-là. Ça a été des grands matchs entre le Canada et les États-Unis, ultra offensifs, surtout un match en particulier. Tarasenko, il jouait là. Il y avait aussi Kuznetsov qui jouait pour les Russes. Alors, ça avait été, je me rappelle que ça avait été un feu roulant, ce match-là. Puis finalement, les Russes avaient terminé avec une victoire en toute fin de match. Mais tout ça pour dire que c'est Tarasenko, il m'avait écarquillé les yeux là, lui puis Kuznetsov. Kuznetsov s'était fait attendre avant de revenir dans la Ligue nationale, tandis que Tarasenko est arrivé plus vite. Puis Tarasenko a tout de suite mis son empreinte sur les Blues de Saint-Louis, puis on l'avait vu que c'est un joueur dominant. Puis à ce moment-là, moi je le trouvais qu'il était quand même bon dans les deux sens, autant offensivement que défensivement. Et oui, il se démarquait plus offensivement, mais je veux dire, c'est un gars quand même responsable à ce moment-là. Puis il a gagné la Coupe Stanley avec les Saint-Louis, puis ensuite de ça, on dirait que ça a été correct le résistant à Saint-Louis, mais à un moment donné, ben il est parti, puis c'est ça, il s'est rendu avec les Rangers l'année qu'il y a les Rangers et ils ont ramassé Kane aussi pour les séries, puis ça a fait patate. Ça n'a pas marché. Il est allé avec les Sénateurs, ça n'a pas tant marché non plus. Il s'est ramassé avec les Panthers. Il a gagné la Coupe Stanley, il a été chanceux l'année passée. Il y a eu quand même pas des mauvaises séries.
On dirait qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, ben là, écoute, j'ai une chance de gagner la coupe, puis je vais marcher un peu plus les patins aux fesses, là, puis ça a fonctionné. Mais je dirais que dans le cas de Tarasenko, pour moi, ça a été une déception ces dernières années. Fait que de le voir partir à quelque part de chez les Red Wings, euh, ça m'a pas tant surpris, là, tu sais, et puis ça me fait réaliser que j'ai parlé de Tarasenko qui a gagné la Coupe cette année. Je voulais dire plus l'année d'avant. Là. Et après ça, il a signé avec les Red Wings. Et puis là, cette année, avec les Red Wings, on l'a pas tant vu. Un peu comme il est revenu un peu comme qu'est-ce qu'on avait vu à Ottawa ou avant ça avec les Rangers. Fait que tu sais, il a gagné sa coupe. Comment il va atterrir dans sa prochaine équipe, je sais pas. Mais je peux dire que ça a été un petit peu décevant de le voir avec les Red Wings cette année. Par contre, les Red Wings ont eu tout un avantage numérique et puis ça, on va y revenir. Tarasenko a quand même participé un peu à ça. Alex Lyon est parti lui aussi. Alors, c'est un gardien qui était prometteur, mais finalement, il n'a pas fait autant qu'on aurait voulu. Euh, fait que lui, il va avoir sa chance ailleurs. Et puis Jeff Petrie, qui avait été acquis du Canadien Montréal. Donc, lui, c'était son rêve de jouer pour les Red Wings, l'équipe où son père avait joué au baseball quand lui était peut-être même pas encore né, je sais pas, là, mais il a joué au baseball là. Fait que lui, c'était un petit peu un retour à la maison. Puis finalement, il a été quelques saisons. Il a fait ce qu'il avait à faire. On connaît tout Petrie, c'est un défenseur offensif. Un petit peu physique de temps à autre, mais pas vraiment, c'est pas sa dominance, loin de là. Et puis, là, il vieillissant un peu. Lui a signé avec les Panthers de la Floride. Puis, il tombe dans une bonne équipe. Il va sûrement être sur la troisième paire, peut-être des fois dans les estrades, septième défenseur là-bas. Mais de toute façon, aujourd'hui, on parle des Red Wings. Et puis, les arrivées, ben, on a John Gibson qui est arrivé finalement. Alors, le Mrazek il a été échangé carrément contre John Gibson cette année ou le 28 juin au repêchage. Et puis, ben ça, Gibson, c'est quand même un goaler qui arrive d'Anaheim, qui a passé sa carrière là, qui a été à un certain moment premier, qui a été blessé, qui a eu des hauts et des bas, mais qui a tout le temps eu un beau potentiel. Alors, la saison passée, il n'y a pas eu une mauvaise année, mais il a pas joué énormément. Je m'étais pris une note là sur Gibson. Gibson a 11 victoires l'année passée, 11 défaites, 2 défaites en prolongation pour une moyenne de 912 en 11 matchs. Alors, c'est quand même, la moyenne est très bonne quand même. 912, c'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas il a pas joué la moitié de la saison, là. C'est-à-dire, il a joué 29 matchs. Il se semblait quand même se replacer, ses chiffres pour lui, fait que c'est encourageant. Les Red Wings l'année passée ont manqué les séries, là où le Canadien avait réussi, puis les Sénateurs aussi. C'est-à-dire que les Red Wings ont eu des blessés dans les gardiens, ils ont passé 5 gardiens, ont eu de la misère un peu toute la saison au devant les buts. Talbot était là. Talbot, sa saison à lui, ça a été 47 matchs, 21 victoires, 19 défaites, 5 défaites en prolongation pour 901 de moyenne. Et puis, pour ce qui est de Talbot, ben c'est ça, il a quand même pas mal fait. C'est lui qui a été le plus constant chez les Red Wings. Sauf que, ça, si on regarde ça durant la saison, ben, qu'est-ce qui a coûté aux Red Wings? C'est beaucoup le fait qu'il n'y avait pas un gardien, eux autres, comme le Montembeault avec le Canadien ou Hallmark avec les Sénateurs, qui ont tenu le fort et puis qui ont été chercher quelques points qui ont fait la différence. Fait qu'au final, ben, ça leur a coûté une place en série. Fait que cette année, eux autres, ils espèrent que John Gibson va faire la job, en tout cas, au moins la moitié de la job, puis que Talbot va faire l'autre moitié. Un duo peut-être à deux gardiens. Sinon, ben, un des deux va prendre la pôle. Et puis, John Gibson a quand même, qui sait, ça peut être un changement d'air, va lui faire du bien. Un nouveau départ à Détroit, une équipe quand même assez offensive, avec une défense qui va bien mûrir un peu avec quelques joueurs qu'on a été ajoutés là-dedans. Je continue avec les arrivées, là. Je parlais de John Gibson. Ben, on a aussi James Van Rinsdijk, qu'on a très bien connu, bien sûr, avec les Maple Leafs, mais avant ça avec les Flyers, qui a retourné avec les Flyers à certains moments, avec les Bruins un peu, pas longtemps. C'est un gros bonhomme, là, il aime ça être devant le but, puis il est capable
de faire des vieilles les buts, capable il est dur à tasser. Puis, il a un bon flair pour le net. Un allié gauche. Il a joué l'année passée avec Columbus. En 71 matchs, il a 16 buts, 20 passes. Fiche de -4. Fait que lui s'en vient ici avec les Red Wings. On a Mason Appleton, que j'ai parlé aussi tantôt, un centre. Moi, je le vois plus sur les derniers troisième, quatrième trio. Là. Je pense pas qu'il va jouer ses deux premiers, moi qui arrête bien des blessures. Je vois pour les Jets l'année passée, c'est un gars qui a joué avec les Jets pas mal là, aussi. 6 pieds 2, hein, quand même. 71 matchs, 10 buts, 12 passes. 10 buts, 12 passes, c'est pas la manne là, quand on parle qu'on a en 71 matchs qu'il a joué avec une équipe qui était très offensive l'année passée, les Jets. Fait que c'est pas lui qui amenait de l'eau au moulin du côté offensif, mais du côté défensif, il a fait une bonne tâche. Il a fait partie de tout ce groupe-là qui était une des équipes l'équipe la plus forte dans la saison régulière et puis talonnée de près par les Washington, mais c'est quand même l'équipe qui a dominé l'année passée, puis lui il fait partie de ce groupe-là. Maintenant avec les Red Wings. Et puis il va se rejoindre son ancien partner Andrew Copp. Ils ont été chercher aussi Jacob Bernard Docker, qui était anciennement des Sénateurs et des Sabres de Buffalo. Docker 6 pieds 1. C'est drôle, je le vois tout le temps plus petit que ça dans ma tête, mais c'est quand même un défenseur. Écoute, 6 pieds 1, c'est correct là, comme shape. C'est un défenseur un peu plus offensif là, que défensif. C'est pas un défenseur qui surprend énormément. C'est un gars qui joue qui coûte pas trop cher, mais c'est pas le gars qui va non plus t'éblouir, sauf que il est capable de faire une bonne première passe, il a quand même une bonne vitesse, fait que il va aider le jeu de transition. Moi, je trouve que les Red Wings ils ont besoin de ça, là, un bon jeu de transition, il y a quand même des bons défenseurs, on va en parler plus tard, là. Mais avec l'attaque qu'ils ont là, Mason Raymond, Dylan Larkin, DeBrincat, Kane, et puis Casper, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un défenseur capable de donner la puck puis de la sortir de la zone. Ben c'est important. Fait que Docker, je pense qu'il va peut-être trouver sa place. En tout cas, moi je pense honnêtement, je le verrais plus là comme sixième, septième défenseur. Mais on va voir. Et puis Travis Hamonic. Travis Hamonic qui s'est promené pas mal en Ligue nationale. Moi, la place que j'aimais bien, que je l'aimais le plus dans le temps, c'est pas mal la première place qu'il a faite, qui a été assez longtemps, c'était New York Islanders. Mais c'est un gars défensif. Hein. Il est rendu à 35 ans, il a fait son bout. Puis c'est un gros gars défensif vraiment là qui coûte pas rien là, lui là. Il fait mal à l'adversaire quand même s'il est vieillissant, mais il est surtout tu sais très 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 steady là. Il y a pas c'est vraiment qu'est-ce que tu veux pour une barrière là, c'est ce gars-là. Fait que ça va aider je pense les Red Wings parce qu'ils ont quand même ils étaient moins 21 quand on regarde Beaupour et but contre, là, il était moins 21 en fin de saison. Fait que d'avoir un défenseur qui vient avec des garoleurs un peu plus stables, ben c'est peut-être le coup de pied que ça leur prend pour se rendre dans les séries cette année. On sait qu'ils ont frôlé les séries régulièrement sans se rendre depuis un bon petit bout de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 9 ans sans série à Détroit. Alors, cette saison, les Red Wings, comme je disais tantôt, ils ont eu 86 points, 39 victoires, 35 défaites, 8 matchs nuls. L'avantage numérique a roulé dans le fond. On roulait pour 27%, quatrième dans la Ligue nationale. Ça, c'est impressionnant. Tu sais, veut dire, peu importe, ils ont eu des hauts et des bas, mais ils ont été tout le temps quand même continus avec ça. Puis c'est ce qui fait que les Red Wings sont autant une menace. Ben, c'est leur avantage numérique. On sait que dans le passé, ils en avaient une très bonne. Tu sais, quand on parle de l'avantage numérique qu'ils avaient avec tous les Russes dans le temps, c'était dans les années 90, début 2000, wow. Ça aussi, on va y revenir tantôt, mais 27%, c'est excellent. Alors, des avantages numériques, c'était pas mal moins bon. Tu sais, on est des avantages là, à 70,1. Fait que 70,1, c'est bon pour le 32e rang. Fait que le 32e, pas besoin de vous dire que c'est le dernier rang. Alors, en désavantage, on ne l'avait pas pantoute. Puis, comme j'ai dit tantôt, pour les buts pour, on a marqué 238 buts. On s'en est fait accorder 250. On en a laissé compter plutôt 259. Alors, 21e dans la ligue, autant d'un but pour que d'un but contre. Fait qu'on est
au début là, du troisième tiers. Alors, on a du chemin à faire. On est moins 21 chez encore là, comme je disais tantôt. Fait que c'est pas mal ça qui est pour les Red Wings, disons, le portrait de l'année passée. Mais tu sais, on a Lucas Larkin, Lucas Raymond, c'est-à-dire il a 22 ans. C'est un excellent jeune joueur qui est en progression et puis il a compté 27 buts, 53 passes en 82 matchs pour 80 points. Là, on est à 2 points du point par match. Quand même un jeune là, qui est en progrès, comme je disais, qui est en progression. Il y a des buts, il y a des points là-dedans qui sont faits en avantage numérique. L'avantage numérique qui marchait à full pin. Mais moi, c'est un joueur que je continue à surveiller. Les poolers, je pense que c'est un gars que beaucoup de monde ziote. Et puis, je peux dire qu'il y en a quelques-uns d'autres chez les Red Wings qui ont fait des bons pools l'année passée. Alex DeBrincat, 82 matchs, 39 buts. Alors ça aussi, c'est excellent. Il a frôlé le 40 buts. 32 buts, 39 buts, 31 passes, 70 points. Fait que, tu sais, à un moment donné, DeBrincat, il était en feu avec Chicago. Ralenti un peu, pouf, se ramasse avec les sénateurs. T'es pas tant heureux. Sa production a souffrait un peu, mais il a retrouvé sa place avec les Red Wings et puis avec 39 buts, là, c'est bon. Dylan Larkin, 82 matchs, 30 buts, 40 passes, 70 points. Lui aussi, c'est excellent. Malgré le fait qu'il y a une déception après la période des transactions, il y a quand même, il n'y a pas le point par match, il est à 70 points, mais c'est un centre, un très bon centre, le capitaine, il a quand même de bonnes responsabilités, il a une bonne vitesse, excellente vitesse, j'ai envie de dire. C'est pas McDavid, mais à tout près pour la vitesse. Et puis, écoute, il va continuer d'amener à son équipe, qui devient de plus en plus entouré, si on veut. Patrick Kane, 72 matchs, 21 buts, 38 passes, 59 points. Écoute, Patrick, il vieillit, puis il a quand même continué à produire. Mais lui, justement, c'était une des armes de l'avantage numérique. Les gars, je viens de nommer, c'est tous des gars qui jouent sur l'avantage numérique, là. Raymond, DeBrincat, Larkin, Kane. Et puis Sider à la défense, là, c'est pas mal ça. Puis là, quand que je rajoutais tout à l'heure, il y en a, voyons, il y avait un autre joueur que j'avais parlé que je disais que lui aussi, ah ouais, Tarasenko, mais Tarasenko, c'est plus le deuxième avantage. Au début, des fois, il était sur le premier, mais c'est pas, il n'y a peut-être pas autant de production de son bord. Puis Marco Casper, 20 ans, 77 matchs, 19 buts, 18 passes, 37 points, une recrue. Alors moi, je trouve que c'est des beaux chiffres pour un gars qui commence sa première année, 19 buts, 18 passes, c'est pas à daigner. Et puis, c'est un jeune qui a un bel espoir, un bel avenir avec les Red Wings. Puis, les Red Wings ils prennent leur temps avec ce jeune-là. Puis, je pense que il est bien parti. Fait que si on s'en va à la défense, on a Moritz Seider. Seider qui a 23 ans lui aussi. 82 matchs l'année passée. C'est un stud aussi. Tu sais, il est pas rendu à la hauteur d'un Victor Hedman, beaucoup l'ont comparé. Ça veut pas dire qu'il arrivera pas, mais écoute, qu'est-ce qu'il donne déjà, c'est bon. 82 matchs, 8 buts, 38 passes, 46 points l'an passé. Fiche de moins 5. Pour lui, c'est sa meilleure fiche depuis qu'il est arrivé dans la nationale. C'est sa quatrième année l'année passée. Il est tout jeune encore, à 23 ans. C'est un défenseur, là, puis ça peut annoncer comme un défenseur. C'est un peu plus long qu'un attaquant à aller chercher son pic. Il y a encore de la place à amélioration pour lui. Il va continuer encore à progresser. 21 ans, Simon Edvidson. Là. Edvidson, impressionnant, pareil. On regarde les chiffres, là, 78 matchs, 7 buts, 24 passes, 31 points. C'est un jeune défenseur avec un très bon physique. Mais lui, il est plus 12. Hein? Ça m'a impressionné parce que, écoute, un jeune de 21 ans comme ça, là, puis, tu sais, Sider, il est moins 5, lui, plus 12. On me dit, Sider, il est plus souvent sur la glace. Mais Sider, il y a 4 ans il y a plusieurs années en avance sur lui, mais je veux dire, Edvidson, moi, je trouve que c'est un gars qui a l'air d'être conscient des deux sens de la zone. Deux sens de la glace, c'est-à-dire, et non pas des trois zones, mais deux sens de la glace. Alors, Ben Chariot, il a joué 81 matchs l'année passée, 4 buts, 9 passes, 13 points, moins 14, tu sais. On voit aussi Albert Johansson, qui est quand même un jeune, 24 ans, là. 61 matchs, 3 buts, 6 passes, 9 points, moins 11. Lui aussi, il a quand même un potentiel. Mais si je vous dis toutes ces fiches-là, là, en défense, ben, le seul qui est impositif à date, puis il est plus 12, c'est Simon Edvidson, qui est un défenseur de 21 ans, gros bonhomme.
Fait que je trouve ça intéressant pour les Red Wings. Je pense que ça va être Edvidson, ça va devenir un pilier avec Sider chez les Red Wings. Et puis, ben, tu sais, cette année, Ben Sherratt, qui est quand même le vétéran avec l'expérience, qui est bon défensivement. Albert Johansson, qui est en progression aussi, qui va trouver un peu plus son style tranquillement en jouant. Travis Hamonic vient rejoindre ce groupe-là. Je l'ai dit tantôt, Hamonic, c'est un gars super défensif. Un gars qui est quand même qui donne pas sa place, capable de frapper. Fait qu'il va venir compléter un gars comme Charrot, je veux dire, amener une job défensive. Puis un gars comme Edvidson qui est aussi Edvidson qui est aussi un gars capable de jouer bien défensivement. Fait que moi, je m'attends, Sider va continuer de progresser. Il est à -5, c'est ta meilleure année depuis qu'il est arrivé. Fait que moi, je regarde ça, je me dis, OK, ouais, la défense, là, elle va continuer de progresser. Le goaler, ils vont peut-être stabiliser. À deux, ils vont peut-être être capables de faire une pas-pay job, là, Gibson puis Talbot, s'ils sont pas blessés. Puis ça, tout ça, ça va faire en sorte que les Red Wings vont avoir une chance de faire les séries. Pas mal plus sûr que je l'étais il y a pas longtemps. Jacob Barner-Ducker, on verra quel rôle qu'il y aura. Peut-être un 6-7e. Mais écoute, lui, sa clé pour lui, son pain, son beurre, c'est son jeu de transition, de continuer de pas coûter rien défensivement, puis de réussir à appuyer l'attaque. Ben, je pense qu'ils vont pouvoir y trouver une place aussi pour le moins de temps que tu passes dans ta zone, ben, moins que tu as de chances de te faire scorer. Puis des gars qui ont un bon jeu de transition, je pense qu'ils en ont besoin aussi. Fait que c'est ce que ça fait le tour pas mal pour ce qui est du line-up. Là, on va parler d'un peu des jeunes qui pourraient arriver, mais qui vont arriver à m'amener pour la plus. Je pense que pas mal tous ces jeunes-là vont finir par jouer, là, mais à quelque part, ce sont des. Il y en a qui. Je pense qu'on va être patient encore. C'est ça que je voulais dire. Je pense que ça arrivera peut-être pas cette année. Là. Mais si on parle, mettons, Elmer Soderblom, allié gauche de 6 pieds 8, 24 ans. Lui, il a joué, OK, avec les Red Wings déjà. Là, il a joué l'année passée, pas tous les matchs, parce que en carrière, à date, il y a 47 matchs de jouer. Il a joué l'année passée, c'est sa saison qu'il a joué le plus de matchs. Puis avant ça, l'année d'avant, il n'a pas joué. Mais l'autre avant, il avait joué aussi un peu. 9 buts, 10 passes l'année passée. Euh, c'est quand même un gros bonhomme qui est capable il est attirant, mettons. Tu sais, à 6 pieds 8, là, un allié qui est capable de jouer, il est dans le développement. Moi, je pense que on va être patient avec lui, on va continuer de le regarder, on verra où est-ce que ça va mener. Nate Danielson, 20 ans, lui, c'est un choix de première ronde, c'est un centre. Un bon joueur aussi. Les Red Wings misent beaucoup sur lui. L'année qu'il a été repêché, il faisait partie des bons joueurs quand même, là, de deuxième partie je te dirais que les premiers, là, c'est les plus chauds, là, c'est ceux qu'on va repêcher, là, 1, 2, 3, là, mais après ça, là, c'est Danielson, il rentrait dans le mix après, là, qui était genre peut-être jusqu'à 12, je m'en rappelle plus exactement, de tout le repêchage. Faudrait que je regarde les joueurs, tous les noms, là, mais il était dans le deuxième groupe, disons. 6 pieds 2, 188 livres, c'est un gars qui a de l'offensive, un gars qui a beaucoup, une bonne vision de jeu. Fait que moi, je pense que il y a 20 ans, il va arriver un moment donné. Comme je disais tantôt, en début, c'est que les Red Wings, ils vont être patients avec le jeune, avec pas nécessairement avec les All-Stars, ceux qui arrivent, qui sont déjà prêts là, à jouer dans la Ligue nationale, mais mettons le groupe juste en dessous, ils vont avoir besoin ils vont prendre le temps de leur montrer puis de construire. Fait que ça, je trouve ça le fun pour ça, pour eux autres. Défenseur, Axel Sandin-Pellikka, 20 ans, excellent défenseur qu'on dit. Honnêtement, j'ai pas regardé beaucoup les matchs là, les championnats mondiaux, ces affaires-là cette année, là, fait que l'année passée non plus. Fait que j'ai pas nécessairement vu beaucoup de ce gars-là, mais ce qu'on dit, c'est que c'est un excellent, c'est un défenseur ultra offensif. 5 pieds 10, 180 livres, c'est pas le plus gros, mais certains disent qu'il devrait être meilleur qu'Aaron Baker. Mais ça, il y a un autre groupe qui va dire non, mais il y a un groupe qui dit oui. Fait que, dépendamment de ce que vous êtes, moi, j'ai pas encore assez regardé la game des deux gars pour dire à mes yeux lequel serait le meilleur. Là, mais déjà, si on parle de Aaron Baker comme un bon défenseur, puis qu'on dit que Sandin Pellikka, il pourrait être meilleur, ben ça dit tout. Carter Bear, allié gauche, 18 ans, 6 pieds, 179 livres, excellent. Moi, c'est un gars infatigable, talentueux. Ce gars-là, j'aurais aimé ça le voir à Montréal, à quelque part, mais tu sais,
je trouve qu'on a fait des bons moves pareil au repêchage, je me le dis, avant le repêchage, là, tu sais, en disant Canadien repêchage 17, moi je voyais Carbonneau, je voyais Bear, c'était les deux gars que j'aurais aimé avoir là, mais Bear, lui, il a une blessure au talon d'Achille. Selon ceux qui suivent beaucoup le repêchage, c'est qu'il a arrêté dans un top 10 si ça avait pas été de cette blessure-là. Il a manqué quasiment toute l'année. Ben, pas toute l'année, mais une grosse partie de l'année, c'est-à-dire il y avait des gros chiffres, mais il y a une très bonne production avant sa blessure. Puis j'ai vu des reportages cet été un petit peu, là. J'ai vu du monde qui ont filmé un petit peu les pratiques de Bear, etc. Puis écoute, il patine encore très bien. Alors c'est encourageant pour les Red Wings. Lui, ça va être un gars de caractère, un gars le fun à voir jouer. Puis moi, je pense que ça va être un peu semblable à Léonard avec les Capitals, là. Ça va être un style de joueur un peu comme ça. Puis ça va être le fun. Je suis content pour eux autres, écoute, d'avoir ce gars-là, mais je les envie un peu. Puis j'y souhaite de réussir, de bien réussir sa carrière, là. Mais je pense qu'ils ont un très bon placement là. Et puis finalement, ils ont aussi un gars qui s'appelle Michael Brandseg Nigar, en tout cas, 20 ans, 6 pieds 1, 207 livres. Ce gars-là, un joueur très physique, qui coûte cher en punition, disons, mais ce qui est intéressant, s'il arrête la carrure là, sur le Blum à 6 pieds 8, il ferait peur, mais il est 6 pieds 1, mais quand même, c'est un joueur qui est à surveiller. J'ai hâte de voir comment que ça, quand il va développer. Mais c'est un, tu sais, si tu regardes ça, là, Carter Bear puis Brent Seg Niger, là, c'est deux gars quand même papier sablé qui vont amener aux Red Wings un peu quelque chose, un élément qu'ils ont besoin pour aller compléter des gars de talent là, comme les Raymond Larkin, de Brinkat, Casper et compagnie. Fait que je pense que ça lui prend ça, dans le fond, pour une équipe qui peut se rendre loin. Fait que, comme j'ai dit tantôt, les Red Wings ont eu un nouveau coach à la mi-saison. Puis ce coach-là, ben, c'est notre ami Todd McLennan. Alors, si on regarde la fiche là, des Red Wings depuis ce changement-là, ben avant aussi, là, les Red Wings, tout d'abord, là, avant les fêtes, okay, ben moi je dirais c'est 37 matchs là, aux fêtes, là, c'est jusqu'au 31 décembre là, environ. Ils ont 15 victoires, 18 défaites, 4 défaites en prolongation. Fait que ça lui donne une fiche quand même déficitaire. Euh, Puis ça fait en sorte ils n'arrachaient un peu. Puis que finalement, ben on a dit ben écoute, Derek Lalonde, lui, il est parti dans ce temps-là, à un certain moment, là, il est parti, lui, les Red Wings étaient 13 défaites, 13 victoires, c'est-à-dire 17 défaites, puis 4 défaites en prolongation. Alors là, il est parti un petit peu avant, après ça, c'est ça. Excusez, c'est 13 victoires, 17 défaites. C'est ça j'ai dit. Et puis, mais depuis au 31, au fight, là, c'était 15 victoires, 18 défaites et 4 défaites en prolongation. Ça, c'est le 31 décembre. Fait que ça a coûté de poste à M. Lalonde, puis Todd McLennan est arrivé en poste. Et puis lui, finalement, ça continue. Après ça, si on parle là de la partie à partir du mois de janvier jusqu'à date limite des transactions, ben il y a eu 15 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls, 2 matchs défaites en prolongation. Fait que tu sais, on parle d'une très belle séquence. Puis je pense que c'est là que Dylan Larkin a été très déçu. Écoute, on arrive au mois de mars avec cette fiche-là qu'on vient d'aller chercher avec le nouveau coach, 15-7-2. L'équipe est très sur un high, prête à aller loin, à avoir un push les séries, puis il arrive avec on n'aura pas de transaction. Il s'est rien passé. À part Mrazek, là, comme on disait tantôt. Ce qui n'a pas nécessairement nuit, parce que Mrazek, quand même, il est venu chercher, comme je disais tout à l'heure aussi, il y avait eu 5 goalers qui avaient été blessés. Mais c'est là que, par la suite, les Red Wings ont été 9-10-2. Fait que ça a fait un petit peu plus mal, mais ils ont manqué de jus à quelque part, les gardiens, puis toute l'équipe. Je peux comprendre Eiserman de peut-être pas faire de move quand ton équipe était sur un high à 15-7-2. Il était en plein dans une série de victoires à ce moment-là. Fait que non, je viens de dire, c'est pas nécessairement vrai. Il était pas dans une série de victoires, il était plutôt dans une série de défaites au moment de la date limite des transactions. Parce que les Red Wings ont eu 2 séries de défaites là, qui ont fait plus mal que d'autres, là, je pense. Là. Ils ont eu une séquence de 5 défaites du 29 novembre au 7 décembre. Et ensuite de ça, ils ont une autre séquence de 6 défaites
du 27 février au 10 mars. Alors, ils étaient dans une séquence de défaites quand que c'est arrivé, mais quand même, ils étaient 15-7-2 depuis le début de l'année 2025. Et puis, pour ce qui est de la fin de saison, qui a fini à 9-10-2, euh, il y avait eu une séquence de victoires aussi avant ça, là, je voulais mentionner. La série de victoires, la meilleure série qu'ils ont eue, là, c'est 7 matchs consécutifs du 23 janvier au 4 février. Fait que ça, c'était un mois avant la date limite des transactions. Mais tout ça pour dire que ils ont eu des hauts et des bas ici et là, comme les jeunes équipes ont en progression, comme les équipes qui manquent un peu de profondeur, tu as des blessés, ben ça te coûte. Ton équipe est en santé, tout roule bien, la confiance remonte, ça va bien. Mais tu joues mal des avantages numériques, ça te coûte. Tu joues bien en avantage numérique, ça te donne un push. Les Red Wings, de l'autre, leur avantage l'année passée est excellent, mais c'est à peu près la seule affaire qu'il y avait. Fait que pour le reste, voyons, on est allé où est-ce qu'on est allé. Ça veut dire qu'on n'a pas fait les séries. Mais on a quand même confiance pour cette année de ce que je peux voir là, avec ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai confiance pour eux autres. Alors, ils vont avoir de la compétition, ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres équipes qui se sont améliorées. Dans notre cours, le Canadien s'est amélioré. Puis je pense que ça va être compétiteur pour eux autres. Les sénateurs se sont encore un peu améliorés quand même et ils progressent eux autres aussi. Fait que ça sera pas plus facile. Columbus, ils ont passé proche un passé, ils sont encore en train de travailler pour faire série. Ils ont pas, eux autres aussi, ils sont là, les Sabres. Ça fait longtemps mettons, qu'ils sont le cheval en arrière qui court pas, là, mais ils sont toujours supposés être bien hauts, puis ils finissent tout le temps qu'ils sont bas. Alors lui, eux autres aussi, alors ils vont avoir la compétition pour prendre ces places-là en série. Les Devils qui n'ont pas fait les séries l'année passée. Euh, je suis en train de me demander si je me trompe pas, là, mais en tout cas, les Devils, ils ont une bonne équipe. Bon, eux autres aussi, là, tu sais, puis on parle après ça des Maple Leafs. Tu sais, le Lightning, les Panthers. Alors, tu sais, ça va être difficile là, pour les je pense pour, tu sais, là, j'ai pas tout nommé les équipes, là, Washington, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça va être tough. Ça va être tough, mais ils ont quand même placé, je pense qu'ils vont s'améliorer quand même cette année. Fait que les Red Wings ont déménagé du Joe Louis Arena là, en 2010, pour la saison 2017-2018. Depuis ce temps-là, ils n'ont jamais fait les séries éliminatoires. C'est pas mal plus difficile. On se rappelle qu'avant ça, c'était une équipe, c'était un modèle dans la Ligue nationale. Ils ont fait m'amener 25 participations consécutives à la Coupe Stanley, dans les séries de la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, ces saisons-là, là, c'est que la saison 90-91 jusqu'à à 2015-2016, là-dedans, il y a eu un lockout de 2004-2005, là, on compte pas cette année-là, là. Mais il y a eu 25 participations aux séries éliminatoires consécutives. C'est dans ces années-là que les Red Wings aussi, il y avait toute une équipe, là, ils avaient gagné 4 Coupes Stanley au total. Une en 97, une en 98, une en 2002, une en 2008. Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça, c'était vraiment un modèle. Ils prenaient le temps avec le jeunes. Il y avait un paquet de talent dans cette équipe-là. Tu sais, on disait que les Red Wings, c'était l'équipe, le modèle à suivre. C'est dans ce temps-là aussi qu'ils se sont fait appeler Hockey Town. Dans le fond, on disait que Détroit, c'est Hockey Town. On a marqué ça en gros sur le logo, sur la patinoire. Ça venait d'une promotion à l'époque, mais mettons que ça s'est bien vendu puis qu'on a décidé de garder ça. Comme je dirais, Hockeytown, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, Détroit, c'est une très bonne ville de hockey. Je pense que Minnesota, c'est l'État du hockey aux États-Unis. Mais on peut quand même dire que Hockeytown, les Red Wings, là, oui, ils l'ont été un bon bout de temps, puis ils peuvent encore l'être, parce que c'est quand même une équipe des Original Six. Et puis, ben, tu sais, on parle de qui? Original Six? Ben, le Canadien, les Maple Leafs, les Rangers, les Bruins, les Red Wings, et puis les Blackhawks. Soit dit en passant, c'est qui a les plus beaux chandails? Ben, peut-être pas juste eux autres, là, parce que j'en aime beaucoup d'autres, là, l'Avalanche, les Kings, etc. Mais je peux dire que le Canadien de Montréal a un très beau chandail, mais les Red Wings de Détroit, les Blackhawks de Chicago, c'est des beaux chandails. Fait que, oui, il y avait une équipe très, très forte. Pour dire, dans la séquence, là, on parlait de la séquence la plus longue en très longtemps, ben, c'est les autres, il y en avait 25 consécutives. Mais c'est pas eux autres qui ont eu la séquence la plus longue dans la Ligue nationale. Puis c'est pas le Canadien non plus, soit dit 100%, qui a 24 coupes.
Non. C'est les Blues de Boston. 29 saisons consécutives à faire les séries éliminatoires, de 67-68 à 95-96. Fait que ça, c'est quelque chose. Puis dans les équipes, dans le fond, à part les dernières équipes qui sont rentrées, là, ça fait pas si longtemps qu'ils sont arrivés dans la Ligue, là, Boston, c'est l'équipe qui a fait le plus souvent les séries dans la Ligue nationale. En deuxième, c'est les Hawks de Chicago, 28 saisons, 69-70 à 2015-2016. Excellente. Eux autres aussi, dans ce temps-là, ils ont gagné des coupes. Hein, on se rappelle avec toute l'équipe qu'il y avait là, Kane, Taves, Sharp, Bufflin, comment il s'appelle, celui qui est venu jouer à Montréal, là, pas Da, mais voyons, j'ai un petit blanc là, mais en tout cas, ils en ont eu là, des joueurs chats, c'est chats que je cherchais, chats, etc. Ils ont eu un paquet de bons joueurs qui ont joué là, puis il y avait vraiment une équipe puissante. Ensuite de ça, ben, troisième, à égalité avec Saint-Louis, ben, c'est les Red Wings. Saint-Louis ont 25, eux aussi ont eu 25 saisons consécutives, soit 79-80 à 2003-2004. Puis le Canadien tombe au cinquième rang avec 24 saisons de 70-71 à 93-94. 93-94, c'est l'année suivante de la Coupe Stanley de 93. Ça a été leur dernière, la dernière série de tout ce long run-là, sans avoir manqué les séries. Puis là-dedans, ben, le Canadien en ont eu des Coupes Stanley, eux autres aussi. On parle de 71, 73, 76, 77, 78, 79, 86 et 93. On remarque que 76, 77, 78, 79, ben ça, des coupes collées. Fait que, ça et tout, ils ont fait du bon, ils ont bien joué, mettons. Fait que, c'est ça qui sont les plus longues séries. Les Red Wings, ils ont 11 Coupes Stanley. Puis, à chaque fois qu'on va dans une série, ben, on voit la pieuvre arriver à un certain moment, après un but, après une victoire, ça glace. Et puis, c'est tout le temps bien le fun, mais on parle de la pieuvre qui a 8 bras. Ben, c'est en 1942, là, le 15 avril 42, il y a deux frères là, qui ont une poissonnerie à Détroit. Qu'eux autres, dans le fond, quand l'équipe a compté un but, ils ont lancé la pieuvre. La pieuvre qui a 8 tentacules. Parce que ça prenait 8 victoires dans ce temps-là pour gagner la Coupe Stanley. Puis, ben, c'était la 8e victoire. Et puis, depuis ce temps-là, ben, c'est comme une tradition qui est restée en mémoire de ça. Fait que je trouvais ça le fun de le partager avec vous autres. Puis, pour moi, ben, les Red Wings, c'est une équipe mythique, un peu comme le Canadien. C'est une équipe qui a tellement de talent, tellement d'histoire. Ils sont riches en histoire. Font partie, quand on parle des trophées, qu'on parle de toutes sortes d'affaires qu'on va parler au travers de la Ligue nationale, ben que les Original Six, ils ont fait partie, ils ont amené, ils sont là depuis longtemps. Ils ont eu du succès, pas mal, toute la gang. Fait qu'à m'amener, c'est le fun de voir un peu plus leur histoire. Puis ils ont eu 3 coachs là, très, très impressionnants. Là. Ben, les 3 coachs, il y en a un que moi j'aime beaucoup parce que c'est celui qui a joué, ben, comment je pourrais dire, il a joué dans bien des équipes, il a été à Montréal aussi, mais c'est un coach, juste son nom, tu sais, mais c'est Scotty Bowman. Scotty Bowman, qui a été le coach là-bas de 93 à 2002. Parmi ces années-là, ben, il a gagné la Coupe en 97, 98 et 2002 avec les Red Wings. Il y a 701 matchs derrière le banc avec les Red Wings seulement, là, que je parle, là, parce qu'il y en a pas mal plus que ça dans sa carrière, mais 701 matchs, 410 victoires, 193 défaites, 88 matchs nuls, dans l'époque qu'on avait des matchs nuls, et puis 10 défaites en prolongation. Fait que, excellente fiche. C'est pas lui qui a la fiche la plus victorieuse, toutefois, pour les Red Wings, parce que juste un petit peu avant lui, on a Jack Adams, le fameux trophée qu'on donne aux coachs. Là. Jack Adams, il a été coach pendant 20 ans pour les Red Wings, de 1927 à 1947. Puis lui, dans le fond, en 964 matchs, il y a 413 victoires, donc 3 victoires de plus que Scotty, 390 défaites, et puis 161 nuls. Et puis, lui aussi, il a 3 Coupes Stanley. Puis, ces Coupes Stanley sont en 36, en 37 et en 43. Puis, il a participé à 7 finales de la Coupe Stanley. Fait que c'est ça qui est pour Jack Adams. Et puis, il y a Mike Babcock.
Babcock qu'on aime moins maintenant avec tout ce qui s'est passé, mais il a quand même fait un job avec les Red Wings à l'époque, puis il était pas mauvais comme coach. C'est un ancien de McGill, puis lui il a fait 10 saisons avec les Red Wings de 2005 à 2015. Il a gagné la coupe en 2008. Et puis en 786 matchs, il a 458 victoires. Fait que c'est lui qui a le plus de victoires comme coach pour les Red Wings, avec 223 défaites et 105 défaites, soit en prolongation ou en fusillade. Et puis, tu sais, veut dire, quand on regarde ça, lui, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Là. Tu sais, Mike Babcock, il y avait toute une équipe avec lui, un paquet de bons joueurs. Là. Ça l'aide, on va dire, là, mais c'est quand même très, très solide. Il s'est rendu aussi en finale en 2009, on s'en rappelle, il avait perdu. Puis, c'est ça. Fait que Scotty, moi, c'était un coach que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est un grand coach encore. Même aujourd'hui, il coach plus, mais il aide encore certaines équipes dont il donne des conseils, c'est-à-dire peut-être des consignes aussi à son fils qui faisait partie de Chicago. Et puis, maintenant, j'aimerais revenir un peu sur les Red Wings. Tu sais, les Red Wings avec leur beau chandail rouge et blanc. Il y en a passé des joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont passé, mais il y en a quelques-uns qui sont rendus en haut, là, je parle pas nécessairement dans les cieux, là, mais je parle de le chandail accroché en haut. Et puis, on parle de Gordie Howe, hein, le numéro 9. Euh, Tout un joueur, on le sait. Hein, c'était tout un joueur, autant il était capable de se battre, autant il était capable de compter des buts, de passer. C'est le gars qui a joué le plus longtemps, pas mal ben, Jagger il est en train de nous faire mentir, là, mais il a joué jusqu'à 52 ans quand même. Il a joué même avec son fils. Là, il a joué de 46 à 71. Là, il a gagné 4 Coupes Stanley. Lui, dans le fond, il faisait partie de la production line. La production line, là, on avait Ted Lindsay qui était à gauche, et puis Abel au centre et Howe à droite. Puis ensuite de ça, quand Abel a pris sa retraite, là, c'est Del Vecchio qui a pris sa place avec la Production Line 2. Fait que Production Line 2 qui a fonctionné en masse avec Lindsay et Howe aussi. Puis, ça donne que ces gars-là se sont tous fait récompenser avec des chandails retirés. Le numéro 9 de Gordie Howe, le numéro 7 de Ted Lindsay, le numéro 10 de Del Vecchio, puis le numéro 12 de Sid Abel. Il y a aussi un certain Red Kelly qui a été un défenseur, le premier à gagner le Norris dans la Ligue nationale, numéro 4, qui est retiré. Lui, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il a été un centre à certains moments. De temps en temps, on l'utilisait au centre quand il manquait de joueurs à l'attaque. Fait que c'est un gars qui était quand même polyvalent. Terry Sawchuk, excellent gardien de but, qu'on connaît, je pense pas mal tout le monde connaît de nom, sans nécessairement tout le temps l'avoir vu jouer, là. Mais Terry Sawchuk, le numéro 1, qui est retiré. Bien sûr, Niklas Lindstrom, le super défenseur numéro 5, qui jouait à l'époque de Raymond Bourque aussi, on se disait toujours, hey, Raymond Bourque ou Lindstrom, c'était quelque chose, Bourque aussi, là. Fedorov, le 91, lui, il va être retiré le 12 janvier 2026, ça s'en vient, mais si on fait les numéros, le 19, Eiserman, lui, est déjà en haut, ça fait un petit bout de temps. Fait que c'est pas mal ça, les numéros retirés et celui qui s'en vient en Fedorov. Mais juste pour continuer comme ça, j'ai le goût de nommer des noms. Puis des noms qui a joué chez Red Wings, mais juste pour dire comment c'est impressionnant. Là. Gordie Howe, Red Kelly, Ted Lindsay, Alex Delvecchio, Sid Habel, Terry Sawchuk. Là, après ça, on peut parler des défenseurs Fetisov, le centre Larionov, Fiedorov, Konstantinov qui s'est blessé, qui a eu un grave accident, là, mais défenseur qui était solide. Eiserman, Dominique Hasek qui a passé là aussi, Datsuk, Zetterberg, Lindstrom, Olmstrom, Vyacheslav Kozlov, Johan Frenzen, puis Chris Chelios, Brendan Shanahan, Martin Lapointe, Chris Osgood, Draper, Kate Primo, Robitaille, Hull, Bob Probert, Marcel Dion, Frank Mahovlich, Marcel Pronovo, Pat Verbeek, Dino Cesarelli, Paul Coffey. Tu sais, là,
C'est quelque chose. Fait que je trouve ça, tu sais, le Canadien, on pourrait en dire autant, mais tu sais, quand on n'est pas juste le Canadien, là, il y a des équipes, là, c'est incroyable. Et puis les autres, les années des années 90, puis dans les débuts 2000, c'était une vraie machine. La machine rouge, là, était quelque chose. Quand on parlait de l'avantage numérique, là, avec tous les Russes qu'il y avait là, à ce moment-là, là, tu sais, au début, il y avait Fetisov, Larionov, là, puis Konstantinov, mais après, puis là, on a rajouté après ça un Fielerov, un Kozlov, là, puis c'est sûr qu'il y en a qui, comme amené, il était plus là, mais ça a fait un switch avec Eisenman aussi là-dedans, puis Datsuk qui était là, puis Zetterberg à un moment. C'était un power play qui marchait à fond de train pendant très, très, très longtemps. Puis dans le temps de Gordie Howe, même chose. Hein. En passant, je voulais dire quelque chose aussi par rapport à Ted Lindsay. Le Ted Lindsay, c'est quand même le gars qui a parti de l'association des joueurs puis qui a été chassé à un certain moment des Red Wings parce que justement, il partait de cette association-là. Fait que c'est un gars qui avait du guts, c'est un gars qui avait de la vision puis qui voulait défendre son monde aussi. Puis aujourd'hui, ben, il est reconnu. Son numéro est retiré. Puis je trouve ça bien aussi. Ça fait partie de l'histoire aussi des Red Wings de Détroit. Fait que on voudrait faire une équipe All-Star avec ça, une équipe toute étoile. Là. Moi, je sais pas, là, parce que vite, là, je regarde ça, puis je me dis bon. Je mettrais ça à Sec ou Terry Sawchuk d'un but. À Sec, il a pas été là ben longtemps, mais il a quand même il a gagné une coupe avec eux autres. Mais sauf que Sawchuk, c'est un gars qui a joué beaucoup plus longtemps pour eux. Fait que ça, posez-vous la question. À la défense, moi, je pense qu'un gars comme Lindstrom, il faut qu'il soit là, pas le choix. Mais après ça, on va mettre qui? On va-tu mettre un Coffee? On va s'y aller avec un Red Kelly? On va s'y aller avec un Pronovo? On va faire quoi, là? Qui qu'on met à la défense? Mais moi, Lindstrom, il est là, ça, c'est certain. À l'attaque, ben, on peut pas passer à côté de Gordie Howe, là. Tu sais, ça, Gordie Howe, il est là, ça, c'est le premier qui nous vient en tête. Mais ensuite de ça, écoute, Eisenman, Fielerov, c'est tentant, mais Datsuk, Zetterberg, il l'est aussi. Puis après ça, ben on y va. Moi, je les ai pas tant vu jouer, là, mais je dirais même que je les ai pas vus jouer, mais Ted Lindsay, Delvecchio, Syllable, c'était des gars qui jouaient avec Gordie Howe, qui ont fait la pupille beau temps. Écoute, Marcel Dionne, je sais pas, là, tu sais. Fait que je peux dire qu'il en manque pas de talent. Je peux dire que je mettrais ça c'est certain. Lindstrom aussi. Ces deux gars-là, ils seraient là, mais les autres, il y a tellement de talent. Tu pognerais à peu près n'importe qui là-dedans. Il y en a quelques-uns que je mettrais pas. Je mettrais sûrement pas Bob Probert, là, puis ni Chris Draper, il y en a plusieurs que je mettrais pas, là, mais il y en a plusieurs que je mettrais. Alors, c'est ça. Je trouvais ça intéressant de nommer ces noms-là. On se rappelle aussi de la rivalité, hein, la rivalité entre l'Avalanche et les Red Wings. Tu sais, c'est une rivalité récente, là, quand même. Ça a été quand même, ça a parti le feu aux poudres là, avec notre Claude Lemieux qui s'en vient pogner Chris Draper, puis il te le ramasse comme il faut, puis que Chris Draper, il revient avec la mâchoire tout pété, là, puis avec une protection, puis il revient faire les séries quand même. Puis je te jure, ça avait été quelque chose d'incroyable. Puis ça avait été en 96. C'est l'année que cette année-là, l'Avalanche avait gagné. Mais ça avait été tellement brassé. Puis ensuite de ça, ben ça a découlé de ça. Ils se sont affrontés en 96. Ça, c'est le premier affrontement vraiment typique là, entre Avalanche et les Red Wings. Mais après ça, là, on a eu en 97 aussi. Après ça, on les a eus encore en 99. Après ça, on les a eus encore en 2000. Puis en 2002. Fait qu'on parle de 5 années sur 7 que ces deux équipes-là, là, l'Avalanche puis les Red Wings s'affrontaient. Puis là, tu avais les grands joueurs là, comme Steve Yzerman contre Joe Sakic. Deux numéros 19. Un Yzerman plus vieux, Sakic plus jeune. Mais on disait que c'était comme pas une copie conforme, là, parce que Sakic avait du poignet meilleur que Yzerman. Yzerman avait d'autres qualités. Mais c'était incroyable de les voir. Soit dit en passant, Yzerman, ben lui, est devenu capitaine des Red Wings c'est Jacques Demers qui l'a mis capitaine. Yzerman était très jeune et puis un peu comme il a fait avec Vincent Lecavalier, il avait décidé de mettre Yzerman, d'y donner le C. Puis assez pas longtemps après ça, il avait demandé à Yzerman de jouer un peu plus dans les deux sens de la patinoire. Il avait dit c'est ça qui va t'amener à gagner la coupe.
Puis avant ça, ben, Eisenman, il était tout un joueur quand même, là, avant qu'il se mette à jouer dans les deux sens, mais c'était surtout un gars reconnu pour son offensive. Après ça, il est venu bon dans les deux sens, mais il a tout le temps eu une bonne fiche offensive en passant. Mais tu sais, on se rappelle de ça. Eisenman, d'un côté, il y avait Fedorov qui était là, puis on avait des Shanahan, puis de l'autre côté, on avait des Forsberg, ça kick, puis Kaminski au début, là, puis on avait des plus tard Drury, puis Alex Tanguay, puis tu sais, la défensive, ben on a eu pas la première année, mais après ça, il y avait eu Raymond Bourque, puis l'autre bord, il y avait Lindstrom, puis Patrick Roy, puis Osgood, puis ça, eux autres aussi, ils se sont pris au coup, puis un même amené à sec, qui est allé aussi se pogner contre Roy, mais il n'y avait pas eu de combat, là. Mais tout ça pour dire que c'est dans ces années-là que ça s'est tout passé, ces affaires-là, puis 5 sur 7 ans, là, ça a brassé, tu sais, veut dire, on m'a amené pendant la COVID, on nous montrait des vieilles séries, mais ça, je pense que c'est des séries qu'on aurait pu nous montrer à répétition, puis on l'aurait toutes mangé, ces séries-là. Il y a aussi une autre série qu'il y a eu entre eux autres, c'est en 2008. Fait que ça en fait une sixième, mais celle-là, elle était plus tard. Là, elle était un petit peu plus tard, mais c'est l'année que Détroit a gagné la Coupe. Juste pour vous dire, en 96, ben c'est l'Avalanche qui a gagné. Ils ont gagné la Coupe cette année-là, d'ailleurs. Détroit, en 97, c'est eux qui ont gagné. En 99, c'est l'Avalanche qui a gagné. En 2000, l'Avalanche a gagné. En 2002, Détroit a gagné. Puis en 2008, Détroit a gagné. Fait que c'est ça. Ça fait le tour. Et puis, ça fait que je pense qu'on a Détroit, c'est une équipe là qui, qui nous a amené, qui a donné beaucoup au hockey, qui nous donne encore beaucoup. C'est une équipe c'est le genre d'équipe qu'on veut voir en série parce que c'est une équipe qui nous amène du hockey offensif, excitant. C'est une équipe qui fait partie du Original Six puis qui mérite d'y être. Je pense que le Canadien, il mérite aussi de faire partie de ça puis d'avoir des affrontements entre ces deux clubs-là en série. Puis je pense que, tu sais, les Bruins, les Leafs, les Rangers, tu sais, les Hawks, c'est toutes des équipes qu'on veut voir en série. Mais Toronto, on veut les voir perdre. Toronto, on veut les voir perdre en première ronde. Puis Boston en deuxième ronde. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense qu'on va avoir une très belle année cette année. Je pense qu'il va y avoir, la compétition va être féroce. J'ai pas fini de faire le tour de toutes les équipes, des analyser une à une. C'est quand même long de toutes les analyser. Bon, mon chat, il est rendu sur le comptoir. C'est moins ça. Ben, en tout cas, fait que, mais tu sais, ça va être une année excitante. Il y a encore du mouvement ici au début de la saison. J'ai parlé un peu plus tôt du Mammouth. J'ai parlé aussi en détail un peu plus des Bruins. C'est mon épisode le plus long, puis il va en avoir d'autres, là. Je vais couper ça court dans pas long. Mais tout simplement pour dire qu'il y a aussi le Canadien je vais faire un épisode sur eux, mais plus juste avant la saison commence. Je vais laisser le temps encore peut-être à d'autres mouvements, puis ça me donne la chance de parler d'autres équipes. Fait que je fais ça à temps perdu mais c'est ce qui me manque, c'est ça, c'est le temps, parce que j'aimerais faire les 32 équipes, ça arrivera pas, là. Je vais en faire d'autres des fois dans l'année ou autre, mais en tout cas, si ça vous tente, puis vous écoutez mon vidéo, puis vous trouvez ça le fun, ben n'hésitez pas à me communiquer, là, à m'écrire, peu importe, ou à vous abonner. Tu sais, moi, je veux pas achaler personne avec ça, mais gênez-vous pas. Je suis ouvert aux commentaires, puis ça me fait plaisir. J'ai du fun à faire ça, puis si j'ai pas personne qui écoute, ben tant pis, j'aurais eu du fun à le faire pareil. Puis s'il y a du monde qui écoute, ben tant mieux. Je suis bien content de jaser avec vous autres. Si je serais un peu meilleur, ben j'aurais du monde avec moi, puis on se ferait des petits échanges comme ça, mais tellement que je suis pas capable de mettre une deuxième personne en vidéo en même temps que moi, à part s'il serait en direct à côté de moi, là, fait que ça fonctionne pas, mais fait que je vais continuer pour le moment de faire des vidéos tout seul comme ça. C'est juste plus flat pour vous autres parce que c'est juste ma voix, vous entendez, puis je fais comment on dit ça, en tout cas, c'est juste une personne qui parle, mais je serais capable d'amener quelqu'un d'autre, ça serait le fun de temps en temps, mais ça pour dire que je suis bien excité avec la saison qui s'en vient, puis au plaisir tout le monde. À bientôt.